Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde des journées de l'économie à Lyon, intitulée « Que se passe-t-il après la crise ?» Elle est enregistrée depuis l'amphithéâtre Alain Mérieux de l'Université catholique de Lyon. Alors que se passe-t-il après la crise sanitaire, bien sûr, mais que se passe-t-il après les crises de façon générale? C'est ce que l'on va voir avec nos intervenants. Nous allons convoquer de nombreuses sciences humaines pendant 1 heure autour de cette table. Économie, évidemment, mais aussi histoire, droit et même théologie à travers la lecture de la Bible. Alors, 4 intervenants autour de moi pour cette émission Table Ronde. Tout d'abord, celui qui nous reçoit aujourd'hui dans son université, on va dire ça comme ça, c'est le recteur de l'Université catholique de Lyon, le père Olivier Artus. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on ira notamment puiser des ressources dans la Bible hébraïque, des exemples de crises de société et comment elles ont été surmontées. Il y a des choses assez intéressantes qui peuvent nous éclairer aujourd'hui et c'est ce que vous allez vous attacher à faire. À vos côtés, votre frère s'appelle Patrick Artus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, conseiller économique de Natixis, professeur à l'École d'économie de Paris, et vous êtes également membre du comité scientifique de ces journées de l'économie. Alors avec vous, ce sera une lecture plus contemporaine, on ne sera pas au moins 500 avant Jésus-Christ. On va essayer d'y voir plus clair dans ce que nous sommes en train de vivre véritablement aujourd'hui dans nos sociétés européennes et puis à l'échelle de l'économie globalisée. On verra que si les attentes d'un monde d'après étaient élevées au tout début de la crise, eh bien finalement la réalité est bien plus proche du monde d'avant, à certaines nuances près, et c'est ce qu'on verra avec vous. Il y a également certains processus déjà à l'œuvre qui ont été fortement accélérés, et on verra comment ça fait muter notre économie. Également présente avec nous, Stécie Tétard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit, maître de conférences et enseignante-chercheur à l'UCLI, directrice pédagogique du master droit de l'enfant et des personnes vulnérables à l'Institut des sciences de la famille. Et vous avez choisi de nous parler de la crise du Covid à travers une question particulière, c'est celle des violences intrafamiliales. On va voir qu'il y a eu beaucoup de conséquences, des violences entre différents membres d'une même famille. Et évidemment, les différents confinements ont parfois conduit à des huis clos où la violence a pu s'exercer de manière plus intense, mais ça a aussi peut-être permis une protection mieux prise en compte, et c'est ce que l'on verra avec vous. Et puis, 4e intervenant, il s'agit de Pierre Dockès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur honoraire d'économie à l'Université Lumière Lyon 2, chercheur rattaché à l'équipe de recherche Triangle. Et nous allons comparer avec vous notre crise sanitaire à d'autres vécues bien plus tôt, carrément aux différentes épidémies de peste. On verra quelles résonances, en fait, même à plusieurs siècles d'intervalle, il peut y avoir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage consacré à cette question qui s'appelle « L'économie des grandes épidémies, de la peste à la Covid-19 ». C'est sorti chez Odile Jacob en début d'année. Alors, vous connaissez donc la grille de lecture que l'on peut souvent appliquer quand on étudie une crise. On parle d'une crise disparition ou bien d'une crise mutation. Alors tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, l'un des points les plus récurrents dans toutes les interventions que j'ai pu avoir avec vous pour préparer cette table ronde, c'était de voir à quel point une crise accroît les inégalités, elle renforce les plus forts et précarise encore plus les plus faibles. Et ça, on le constate à travers très bien à travers ce que nous traversons aujourd'hui. Alors Patrick Artus, j'aimerais commencer avec vous. Tout d'abord, ces inégalités qui croissent, qui augmentent avec la crise sanitaire aujourd'hui, on peut le voir notamment entre les pays. D'un côté, les pays de l'OCDE, les pays riches, les pays du Nord, et de l'autre côté, les pays émergents, les pays du Sud. Oui, vous avez raison, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension entre pays, puis je dirais un mot quand même de la dimension interne aux pays, parce qu'ici aussi, il y a des surprises. Alors, entre les pays, il n'y a pas énormément de surprises, puisque les pays les plus pauvres sont des pays où, d'une part, les infrastructures sanitaires sont défaillantes. Il y a peu de lits d'hôpitaux, il y a peu de médecins, il y a peu de capacité à vacciner, et où, d'autre part, on n'a pas la capacité à faire les politiques économiques qui ont été mises en place dans les pays de l'OCDE. Tous les pays de l'OCDE ont fait la même politique, ils ont fait d'énormes déficits publics et ils ont fait financer ces déficits publics par la Banque centrale qui achetait les dettes et payait en créant de la monnaie, donc ce qu'on appelle la monétisation des dettes publiques. Tout s'est passé comme si on avait simplement émis une énorme quantité de monnaie pour la distribuer à tous ceux qui étaient touchés par la crise.
Vous pouvez faire ça aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays émergent. D'abord parce qu'il n'y a pas une capacité d'épargne qui permet de placer une forte quantité de dettes. Et d'autre part, parce que si vous créez beaucoup de monnaie, la devise du pays va s'effondrer. Il y aura une hémorragie de capitaux. Les résidents mettront toute leur épargne en dollars, par exemple, et vous aurez un effondrement du taux de change. Donc les pays émergents. Et puis troisième complication, et ça c'est ce qui se passe en ce moment, on a une forte hausse des prix des matières premières, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est une des conséquences inattendues de la crise, qui évidemment est très bonne pour certains pays émergents et très mauvaise pour d'autres pays émergents. Alors, vous voyez que le cas le plus affreux, c'est le pays émergent avec une capacité sanitaire faible, l'incapacité à mettre en place un déficit public ou à le monétiser par la Banque centrale, et qui en plus est importateur de matières premières. Donc, prenez deux exemples aujourd'hui, Liban et Madagascar. Ils sont des pays dans une situation totalement désastreuse, où il y a des crises, et même une crise alimentaire. Voilà. Donc, et à l'inverse, vous avez des pays, les pays de l'OCDE, s'en tirent surprenamment bien. Dans toutes ces rencontres au GECO, on a beaucoup débattu du fait que la situation économique des pays de l'OCDE était aujourd'hui meilleure qu'avant la crise, ce qui n'est évidemment pas le cas si vous allez dans les émergents pauvres. Donc ça, c'est pour la composante internationale. Ça nous amène une vraie réflexion. Je veux dire, la résilience, puisque utilisons ce mot que tout le monde utilise, la résilience d'un émergent pauvre face à un choc de ce type est extrêmement faible, en fait, alors que la résilience d'un pays OCDE riche est extrêmement forte. Alors, second sujet, je termine rapidement là-dessus, ce qui se passe à l'intérieur des pays. On s'attendait à une forte hausse des inégalités de revenus qu'on n'a pas du tout. Par exemple, dans le cas français, on a des données très précises de l'INSEE. Les inégalités de revenus se sont réduites pendant la crise. Alors, ce n'est pas par les salaires, c'est par les transferts publics. Les transferts publics ont quand même été ciblés sur les ménages les plus modestes, dont le revenu a augmenté plus que ceux des ménages les plus riches, et dans tous les cas, dont le pouvoir d'achat a continué à augmenter. Donc on a une baisse des inégalités de revenus. Alors au début de la crise, on a eu de gros problèmes, ce qu'on a appelé un peu vulgairement les trous dans la raquette de la protection sociale. Les indépendants, un certain nombre d'artisans, les gens qui avaient créé leur entreprise récemment, voilà. Mais on a assez vite bouché les trous par des programmes publics qui sont adaptés à la réalité et ont assez rapidement couvert la très grande partie de la population et des entreprises. Donc finalement, aujourd'hui, nous avons moins d'inégalités de revenus qu'au début de 2020, ce qui est quand même assez étonnant. Par contre, nous avons énormément plus d'inégalités patrimoniales. Alors, je prends juste 30 secondes pour expliquer le mécanisme. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, fait des déficits publics. On les a financés par la création de monnaie. Et cette énorme quantité de monnaie dans un environnement de taux d'intérêt bas a fait énormément monter les cours boursiers. Vous avez vu que le CAC vient de passer au-dessus de son plus haut historique d'avant la crise des subprimes. Les cours boursiers, les prix de l'immobilier, la valorisation des entreprises. Et donc, on a des personnes qui sont devenues très riches pendant la crise. Et évidemment, c'est tous ceux qui détiennent des patrimoines et ceux, par exemple, qui doivent acheter un logement sont appauvris parce qu'ils vont le payer plus cher. Donc notre problème d'inégalité en sortie de crise, c'est un problème d'inégalité patrimoniale, pas un problème d'inégalité de revenus. Et ce n'est pas exactement la réflexion qu'on avait au début de la crise. Et effectivement, cette inondation monétaire, on va voir quelles conséquences ça a. Et puis il y a aussi le paradoxe que peut-être le pouvoir d'achat a augmenté, mais finalement l'impression qui reste et que le pouvoir d'achat baisse, notamment sur une certaine catégorie de biens. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, petit regard dans le rétroviseur avec vous, Pierre Decaisse, parce que finalement, on va convoquer un peu l'histoire et l'histoire économique avec l'épidémie de la peste, enfin les épidémies de peste, parce qu'il y en a eu de nombreuses et plusieurs. Sur la question des inégalités, qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Qu'est-ce que révélait la peste? Est-ce qu'elle a accéléré des processus déjà à l'œuvre? Sur les inégalités, oui. C'est assez clair que toutes les grandes épidémies, et en particulier les épidémies de peste ou de pseudo-peste, ont, pendant l'épidémie, fortement renforcé les inégalités devant la mort. Ça apparaît dès la peste d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est extrêmement net dans toutes les grandes épidémies qui suivent. C'est net pendant la grande peste noire de 1347 à l'échelle mondiale. Et c'est très net dans les épidémies de peste du XVIIe et du début du XVIIIe,
dans les villes comme Marseille, Naples, Londres, Lyon. Et tout. On voit chaque fois que ce sont les plus pauvres et les quartiers les plus pauvres qui sont touchés. C'est devant la mort et même après la mort, si on peut dire, parce que la façon dont sont enterrés et les cérémonies autour de la mort pour les plus riches se maintiennent plus ou moins, alors que les pauvres sont jetés par pelletés dans des fosses communes. Donc la différence est extrêmement nette entre les catégories. Mais la question qui est intéressante aussi, c'est de se demander ce qui se passe sur les inégalités après. Et les choses peuvent être extrêmement différentes. Par exemple, après la grande peste noire de 1347-49 et les répliques qui viennent dans les années ou décennies qui suivent, entre un tiers et la moitié de la population mondiale disparaît. Et alors qu'on était arrivé au début du XIVe siècle dans ce qu'on appelle un monde plein ou un monde trop plein, à la suite d'une croissance démographique et économique d'ailleurs pendant les 2 siècles précédents, le monde plein, à une époque où c'est l'agriculture qui est évidemment l'activité essentielle, ça signifie que toutes les terres sont occupées et qu'on a mis en culture, comme on l'a dit, jusqu'aux rochers. Les essarts, c'est-à-dire les défrichements, sont arrivés au maximum et les terres très peu fertiles, donc avec des rendements très faibles, sont mises en culture. Et par conséquent, on le sait bien, et surtout depuis Ricardo, à mesure qu'on met des terres marginales de moins en moins fertiles en culture, on voit que la rente foncière augmente. Donc les rentes sont très élevées et les propriétaires fonciers, par conséquent, récupèrent une fraction très importante de la valeur ajoutée. Alors, quand on a bien cette vision d'un monde plein, trop plein, par rapport aux techniques de l'époque, hein, bien entendu, le fait qu'une fraction importante de la population disparaisse a permis de réduire considérablement les terres en culture, d'abandonner les mauvaises terres, de faire des domaines plus importants et de faire intervenir des économies d'échelle. L'un dans l'autre, la paysannerie a été la grande gagnante. Et après la peste, comme il n'y avait plus de travailleurs, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, les propriétaires fonciers, les entrepreneurs agricoles de l'époque, si on peut dire, ont cherché à trouver des travailleurs, aussi bien se faisant concurrence pour avoir des travailleurs. Donc il y a eu une forte augmentation des salaires nominaux d'abord, et puis en même temps les statuts des travailleurs se sont considérablement améliorés. Et sur le servage, c'est l'époque où le servage va diminuer parce que les propriétaires fonciers sont obligés de donner des conditions beaucoup plus favorables aux paysans, aux laboureurs, etc. Et enfin, cette amélioration considérable de la situation de l'immense majorité du peuple, aussi bien les manouvriers que les laboureurs, etc., va susciter, après un certain nombre de décennies, plusieurs phénomènes. D'abord des révoltes sociales, dans la mesure où il y a eu une réaction nobiliaire, pourrait-on dire, pour essayer d'éviter les conséquences des hausses des salaires. Les propriétaires fonciers ont obtenu de l'État qu'on mette en place des ordonnances, en particulier en Angleterre, l'Ordinance of Labourers, qui obligeait les salariés à travailler à des salaires
égaux à ceux d'avant la peste. Finalement, Alors, le rapport de force s'était inversé dû à la forte mortalité. C'est ça qui a permis... C'est dû à la forte mortalité, au changement du rapport de force, finalement, entre les employeurs et les salariés. Face à la pénurie de ça a eu main-d'œuvre. une conséquence positive, c'est que l'amélioration de la situation de l'immense majorité de la population, la modification de la répartition avec la diminution des inégalités, baisse des rentes et hausse des revenus salariaux ou des travailleurs agricoles, enfin de la paysannerie, va permettre une évolution positive avec l'apparition dès le XVe siècle des débuts d'un premier capitalisme et un essor dû finalement à l'enrichissement réel de la population. Et une période de pré-renaissance, mais je vous propose qu'on J'ai même qu'on parlé garde... de pré-renaissance. Voilà, je vous propose qu'on en garde un petit peu pour tout à l'heure. On va changer d'intervenant, mais effectivement, ces crises qui nous poussent à de l'inventivité, c'est évidemment une partie qui va nous intéresser. Mais je vous propose de le faire dans un second temps, peut-être Pierre Doquès. Avec vous, Père Olivier Artus, avant de parler de la Bible, peut-être un mot sur la Covid-19 et ses conséquences sur les inégalités dans une structure comme celle de l'université. Vous me disiez que vous avez constaté que finalement, à l'UCLI, parmi vos étudiants, ceux qui ont le plus souffert de la crise sanitaire sont ceux qui sont issus des classes sociales les moins favorisées. Oui, le vice-recteur chargé de la vie étudiante, qui est ici d'ailleurs, le docteur Olivier, a pratiqué des sondages successifs tout au long des confinements pour savoir comment allaient les étudiants. Il y avait 3 catégories. Donc 20% allaient mieux que d'habitude, ce qui est assez surprenant, mais simplement les conditions d'hébergement chez les parents étaient confortables et finalement les conditions d'études presque plus sympathiques qu'à Lyon. 60% étaient avec des hauts et des bas comme nous tous, je dirais, et 20% allaient très mal pour 3 raisons. Premièrement, la fin des ressources financières du fait des petits boulots exercés pour financer les études. Les restaurants et les bars avaient fermé, comme vous le savez. Deuxièmement, la solitude dans un espace restreint de 8-9 mètres carrés. Ou troisièmement, la domiciliation dans un département rural mal couvert par le numérique avec un accès impossible, au fond, à un enseignement à distance. Donc, au fond, on voit les 20% extrêmes montrent une accentuation d'un côté des bonnes conditions de vie et d'études et de l'autre une accentuation des conditions difficiles de suivi et d'études. Alors, bien entendu, après ça, une institution comme la nôtre met en place des dispositifs d'aide financière et de tutorat, mais il y a eu quand même, effectivement, dans ce domaine-là aussi, une amplification, je dirais, des écarts sociaux. Et la question de l'éducation aussi et des inégalités d'éducation se pose aujourd'hui. On verra peut-être ça avec vous, Patrick Artus, dans l'après et le monde d'après pour tout ça. Alors, voilà pour le focus sur aujourd'hui, mais vous, Père Artus, vous avez choisi de regarder encore plus dans le rétroviseur. On est à moins 500 avant Jésus-Christ, à travers l'exemple de la chute de Babylone dans la Bible hébraïque. Pourquoi convoquer un tel écrit pour lire la crise d'aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est le rétroviseur, puisque vous êtes dans une université catholique et que l'écriture sainte est une ressource permanente, je dirais, de notre réflexion, mais de fait, le texte de la Bible hébraïque est intéressant, puisque la Torah, les 5 premiers livres, sont écrits en gros entre le 6e et le 4e siècle, et sont compris comme littérature de crise, c'est-à-dire comme tentative de redéfinition d'une identité politique, intellectuelle et économique, après une rupture absolue, qui est la destruction du royaume de Juda en 587 par les armées de Babylone, l'exil des élites à Babylone pendant au moins 50 ans, et un retour qui se fait en Judée et en Samarie sous domination perse avec des équilibres sociaux relativement différents. Alors, parmi ces différences, c'est effectivement le fait que c'est le pouvoir perse qui fixe les règles fiscales. On apprend ça en lisant Hérodote, c'est une source unique, donc pas absolument fiable, mais il semble qu'il y a eu une importante réforme fiscale au 5e siècle, où les taxes ne sont plus fonction de la dimension des propriétés, de la taille de la récolte, mais de la dimension des propriétés. C'est-à-dire que j'ai une bonne ou une mauvaise récolte, ma taxe sera strictement identique, quelles que soient les conditions météorologiques. Si je suis un grand propriétaire, je peux assumer les variations
je dirais, de mes revenus. Si je suis un petit propriétaire, ce qui me reste à faire en cas de mauvaise récolte, c'est de vendre ma propriété, de devenir un travailleur à la tâche, ou même de me vendre comme esclave pour dette. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du texte biblique face à cette situation nouvelle qui est la constitution de latifundia, pourrait-on dire, et la paupérisation des petits propriétaires qui tombent en esclavage. Alors, il y a 3 mesures qu'on peut trouver dans le texte. Une première mesure n'est pas très originale, c'est la libération périodique des esclaves. Vous trouvez ça déjà dans le code de Hammurapi en milieu mésopotamien 1500 ans plus tôt. Et la Bible hébraïque est plutôt moins généreuse que le royaume de Hammurapi, puisqu'on libère les esclaves tous les 7 ans et plus tous les 4 ans. 2 autres mesures sont en revanche extrêmement innovantes. C'est une première mesure qui s'appelle la Shemitah, qui est la remise périodique de toutes les dettes tous les 7 ans. Voilà. Tous les 7 ans, on déclare l'année de la Shemitah, et ce jour-là, quels que soient les crédits dont je dispose, je les remets. Et donc l'argumentaire est un argumentaire de gratuité, parce que, au fond, on base l'argumentation sur une théologie de la création selon laquelle les biens me précèdent. Ils ne sont pas à moi, je les ai reçus, et puisque je les ai reçus, je dois à mon tour rentrer dans une économie du don qui passe par la remise de la dette. Et plus fort encore, vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, c'est la loi jubilaire. Tous les 50 ans, chacun se voit restituer le patrimoine qu'il avait éventuellement perdu, c'est-à-dire que la propriété n'est jamais définitivement aliénée. Et là aussi, l'idée, c'est que la répartition du patrimoine est en fait une répartition de type théologique. Et que dans la mesure où le peuple est défini comme peuple de frères, les mesures techniques qui sont prises ont pour but d'éviter la désintégration sociale, c'est-à-dire de prendre les moyens de maintenir la fraternité. Alors, 2 observations. Premièrement, est-ce que ces mesures ont simplement été des textes ou bien ont-elles été mises en pratique? Je pense qu'on est plutôt dans l'utopie sociale que dans la réalité, parce que le pouvoir perse est le pouvoir perse et c'est celui qui gouverne. Mais deuxième question quand même, est-ce que ces mesures peuvent avoir une certaine actualité? Je pense que l'idée même de la remise de la dette est une idée intéressante aussi pour penser au surendettement ou pour penser au déséquilibre nord-sud. Et le bibliste ne peut qu'être tenté de demander à l'économiste contemporain, au fond, qu'est-ce que ça donne des mesures pratiques de remise périodique des dettes, que ce soit pour les ménages surendettés ou que ce soit pour des pays du Sud de toute manière insolvables? Est-ce qu'il n'y a pas là une clé, au fond, d'une appréhension mondiale des conséquences de la crise ? Et un changement d'économie, on posera la question tout à l'heure, mais j'aimerais donner la parole avant tout ça à notre dernière intervenante, donc Stécie Tétart. Avec vous, c'est peut-être pas forcément la question des inégalités, mais en tout cas, c'est la crise comme mise en lumière des vulnérabilités, avec cet exemple des violences intrafamiliales. Et vous vouliez parler notamment des faits, c'est-à-dire du prisme statistique. Oui, alors il y a quand même une idée d'inégalité parce que on se rend compte que l'inégalité entre les hommes et les femmes est aussi à l'origine de certaines violences intrafamiliales, pas toutes, mais certaines au moins. Et d'ailleurs, on a une recommandation du Parlement européen au début du mois d'octobre qui montre les carences de la protection des femmes et des inégalités encore prégnantes entre les hommes et les femmes. Donc c'est vrai que en toile de fond des violences intrafamiliales, on a cette idée d'inégalité. Mais ce qui ressort véritablement des violences intrafamiliales, c'est l'idée de vulnérabilité. C'est le plus vulnérable face au un peu moins vulnérable. Puis si on part du principe que tout homme est vulnérable, homme avec un grand H évidemment. Donc voilà, c'est l'idée de mettre en lumière ces vulnérabilités. Et effectivement, on a des chiffres. Et on n'a pas toujours des chiffres. Là, on en a puisque le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a publié au mois d'avril 2021 un rapport sur les chiffres de l'année 2020. Alors c'est un rapport qui concerne la délinquance en général, donc c'est pas ciblé spécifiquement sur les violences intrafamiliales, mais elles ressortent de manière assez atypique puisque on s'est rendu compte que avec les confinements, avec les couvre-feux, donc avec finalement les mesures prises pour préserver la population pendant la crise sanitaire, la délinquance et les actes violents à l'égard des personnes ont chuté. Si je prends un exemple, pour les coups et blessures volontaires, on a une chute de 7%, ce qui n'était jamais arrivé dans les années précédentes. On avait toujours été en constante hausse de ces actes violents. Là, on constate une baisse.
Donc on est bien d'accord, c'est des violences dans l'espace public, on va dire. Dans l'espace public. Dans le cadre familial, et c'est ce qui ressort de ce rapport, on voit à l'inverse une hausse de plus 9% des violences intrafamiliales, et c'est ce qui fait qu'on a un chiffre à peu près à l'équilibre par rapport aux autres années, mais on identifie bien une baisse des violences en général, par contre une hausse assez importante des violences intrafamiliales. C'est ce que vous disiez en introduction, là où les confinements, les couvre-feux ont permis de tenir à l'écart finalement les auteurs potentiels des victimes potentielles. Dans le cadre familial, on a contraint à cohabiter l'auteur et la victime, que ce soit le conjoint ou les enfants. Donc effectivement, cette crise, alors elle n'a pas... je crois qu'elle n'a pas permis de prendre conscience des violences intrafamiliales, parce qu'on en avait déjà pris conscience avant. On a notamment eu des lois en 2019, tant pour protéger les enfants que pour protéger les conjoints. Donc c'est pas la crise qui a révélé ça, par contre ça l'a mis en lumière. La crise a été un catalyseur de ces violences intrafamiliales et d'un besoin urgent de renforcer l'existant. Et effectivement, ça a révélé les carences du système de protection, notamment en France. Complètement. Puis on a regardé un petit peu aux alentours aussi, on a regardé autour de nous et on s'est rendu compte qu'on s'en sortait pas mieux que les autres, voire parfois un peu moins bien. Alors en regardant de manière assez proche, et notamment avec un pays qui est souvent pris en comparaison, qui est l'Espagne, où il y a une vraie politique de protection que ce soit des conjoints ou que ce soit des enfants. Alors c'est assez ciblé sur les violences conjugales, mais on voit que les chiffres sont très bons et qu'ils sont de plus en plus bons. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que nous, on a mis des choses en place. C'est ce que je disais, avant la crise, on avait déjà réfléchi, on avait déjà renforcé notre arsenal juridique. Notamment, on a eu une loi très importante du 28 décembre 2019 sur la protection des victimes de violences conjugales. Et là, on est vraiment allé plus loin qu'on ne l'avait été jusqu'à présent dans cette loi qui finalement fait suite au Grenelle sur les violences conjugales de 2019 et aux mouvements sociaux qu'on a connus et qui ont peut-être aussi accéléré les choses. Et dans cette loi, on voit bien qu'on a tout renforcé. On a notamment renforcé les ordonnances de protection, qui sont un outil juridique extrêmement protecteur pour les victimes. On a renforcé, on a accentué les cas dans lesquels on pouvait avoir des téléphones grave danger. On a insérer dans notre droit la possibilité d'avoir des bracelets anti-rapprochement, donc faire appel aussi aux nouvelles technologies pour mieux protéger. Donc ça date pas de l'après-crise, ça date de l'avant-crise. Sauf que finalement, on s'est rendu compte que c'était insuffisant, mais c'était insuffisant au niveau national. Nous, on a fait notre propre constat et on a réalisé qu'on n'était pas allé assez loin et pas suffisamment loin dans ce qui avait été mis en place en 2019. Mais au niveau international, le constat est le même. C'est-à-dire que les entités, notamment les entités européennes, reconnaissent aussi qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans la protection des victimes de violences intrafamiliales. Juste rapidement, ordonnance de protection, on est d'accord que c'est bien l'idée qu'un juge peut ordonner une protection rapide, et ça se met en place rapidement pour les femmes victimes de violences, par exemple, qu'elles soient éloignées physiquement de leur agresseur. Exactement. C'est un outil qui va permettre au juge aux affaires familiales d'ordonner l'éloignement. Alors maintenant, c'est l'éloignement du conjoint violent. Avant, donc depuis 2019, on nous dit clairement c'est la victime qui doit rester dans le domicile conjugal. Avant, c'était le juge qui décidait si c'était soit l'un, soit l'autre. Maintenant, on nous dit la victime reste dans le domicile conjugal et on éloigne le présumé auteur. Parce que l'ordonnance de protection, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de condamnation, on n'a même pas besoin de dépôt de plainte pour demander une ordonnance de protection. Et depuis 2019, elle doit être prise dans les 6 jours de la demande. Donc on est sur des délais extrêmement courts, parce qu'il faut aller vite. Donc ça fait bouger les lignes. On en vient petit à petit à comment la crise fait bouger les lignes. Avant de venir véritablement à la réponse face au constat et l'inventivité, parfois politique, parfois sociale, j'aimerais revenir à l'idée de la convocation de l'histoire et finalement l'exemple de la peste. Ce qui est intéressant, Pierre Dockès, c'est que déjà au Moyen-Âge, finalement, la question du complotisme, la question des fake news était déjà là
ça fait véritablement écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui? Bien sûr, si on regarde les comportements, on peut trouver des comparaisons entre toutes les épidémies, y compris l'épidémie de la Covid que nous connaissons. Parmi ces comportements, pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire et sur l'évolution des situations familiales, une des grandes constantes pendant ces épidémies, c'est l'anomie. L'anomie, c'est le terme qu'emploie Thucydide, que j'ai déjà cité, donc 5 siècles avant notre ère. C'est-à-dire, selon les termes qu'il emploie lui-même, on ne craignait plus ni les lois ni les dieux. D'où des comportements à la fois immoraux à tous les niveaux et criminels. Et en même temps, pendant toutes ces épidémies, les liens familiaux se dissolvent. Et s'il y a quelque chose qui revient tout le temps, au point qu'on peut penser aussi que c'est un topos parce que tout le monde se recopie tous les uns les autres, c'est l'idée que le père fuyait le fils, que le fils fuyait la sœur, qu'on n'avait plus d'amis. Et ça, c'est une autre forme de dissolution des liens sociaux. Alors, pour revenir plus directement à votre question, mais aussi sur ces phénomènes de comportement, aussi bien individuels que collectifs ou qu'institutionnels, ce qui est caractéristique pendant toutes ces épidémies, c'est l'importance de ce qu'on appelle des fake news, l'importance des rumeurs, les croyances... je dirais des croyances incroyables. Les épidémies sont dues aux comètes, sont dues à la conjonction des astres. Les signes avant-coureurs, c'est des nuages ayant une forme de cheval, ou tout d'un coup des rougeurs, etc. Bon, on voit ça. On voit aussi des croyances qui se répandent sur les remèdes qu'on utilise. Et on a vu aussi avec la Covid se répandre des idées très, très curieuses. Je me rappelle qu'il fallait fumer beaucoup pour pouvoir éviter la Covid. Eh bien, il se trouve que pendant l'épidémie de peste, il est très important de fumer de fumer en particulier la pipe. Et Samuel Pepys s'est lui-même acheté une pipe et du tabac pour éviter la contagion. Et on faisait des fumigations ou des choses comme ça. Autre point, puis il y en a beaucoup, mais autre point, c'est la question des boucs émissaires. C'est particulièrement, enfin c'est net dans toutes les épidémies, le bouc émissaire change. Pendant la grande peste de 1347-49, la caractéristique, c'est les pogroms contre les Juifs, en particulier en Allemagne, dans la vallée du Rhin, dans l'Italie du Nord, qui sont considérés comme ceux qui répandent les poisons. Il y a des massacres considérables qui sont encore favorisés par des mouvements comme les flageoleurs, qui sont des mouvements millénaristes, des sectes diverses. Par la suite, on a gardé les Juifs comme boucs émissaires, mais ça s'est généralisé à d'autres. En 1720 à Marseille, Monseigneur Belsace pense que ce sont les protestants qui ont répandu la peste dans Marseille, ou les jansénistes. Les sorciers, surtout les sorcières, ont été aussi accusés tout le temps, tout au long du Moyen-Âge. On accuse aussi les lépreux. Et ce phénomène de bouc émissaire, on l'a trouvé, y compris dans nos pays occidentaux, sous une forme heureusement très modérée, mais dans d'autres pays, ça a été extrêmement grave, extrêmement violent. On peut penser à l'Inde, au Pakistan, etc., où il y a eu des accusations contre ceux qui répandaient la Covid et qui étaient évidemment
les autres ou les vagabonds. Les vagabonds sont toujours considérés comme dangereux. Et la première chose qu'on fait, c'est fermer les villes à l'arrivée des étrangers, à l'arrivée ça a renforcé la xénophobie et la peur de ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Et d'ailleurs, au tout début de la crise, on se souvient en mars 2020, certains ne voulaient plus manger chinois parce que le virus serait venu de Chine. C'était voilà, où on ne voulait plus fréquenter des personnes asiatiques de peur d'avoir le coronavirus. Il y a eu des même dans des pays voisins, il y a eu des lynchages. Bon, évidemment, on ne retrouve pas des pogroms comme à Strasbourg en 1348, mais on retrouve tout le temps quelque chose du type bouc émissaire. L'autre est le responsable. Alors évidemment, on peut changer. Dans les pays occupés, je pense à Naples en 1656, qui est occupé par les Espagnols. On accuse les soldats espagnols. On a accusé aussi les nobles, on a accusé un peu tout le monde. Et en tout cas, c'est un mécanisme qui se met un véritablement en place. Qu'on retrouve assez systématiquement et qui peut revenir à tout moment. Justement, Patrick Arthuis, j'aimerais avoir... Parce que finalement, c'est ça la vraie question derrière notre rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est systémique dans chaque crise? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme point commun qui finalement peut nous aider à y lire plus clair dans ce qu'on vit aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il y a des points communs entre ces crises aussi éloignées. Enfin, je crois plutôt qu'on s'est complètement trompé cette fois-ci sur les effets systémiques de la crise. Les crises antérieures du capitalisme moderne sont des crises très différentes. C'est les crises financières. 90, 2000, 2008. Donc là, on a une crise d'une nature totalement différente. Et on s'est entièrement trompé sur ce qui allait être systémique. Donc si vous regardez les débats du printemps 2020, il y a un an et demi, on nous avait dit que ce qui allait être structurant finalement dans la sortie de crise, ça serait la déglobalisation, c'est-à-dire l'idée qu'on allait réduire les échanges entre les continents, pour une raison qui était soi-disant sanitaire, c'est-à-dire que la globalisation évidemment favorisait la transmission internationale des maladies, pour une raison qui était économique, c'est qu'on se disait que c'était l'occasion finalement de passer à des économies où on produisait davantage de biens nous-mêmes sans les faire venir des pays émergents. Donc on s'est dit que ça allait être une des choses centrales, une sortie de crise avec une économie mondiale moins globalisée. Ce qui se passe est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'économie mondiale est aujourd'hui en train de se surglobaliser. Les exportations de la Chine ont augmenté de 25% en un an. Pour des raisons qu'on connaît, c'est que quand on importe beaucoup d'électronique, par exemple, il y a une composante chinoise qui est non négligeable. Ensuite, on nous a dit, enfin, on avait tout un débat sur le fait qu'il fallait, alors ça rejoint votre premier point, il fallait lutter activement contre les inégalités, il fallait un capitalisme plus inclusif, il fallait tenir compte de toutes les parties prenantes des entreprises et pas seulement des actionnaires. Or, on l'a dit avant, il n'y a pas eu dans cette crise d'aggravation des inégalités de revenus, mais c'est à cause du rôle de l'État. Et donc, si vous regardez le partage primaire du revenu, il se fait de plus en plus de façon défavorable aux salariés. On a des taux de marge bénéficiaire des entreprises dans tous les pays qui sont les plus élevés depuis qu'on les mesure. En France, au troisième trimestre, le taux de marge des entreprises est le plus élevé depuis 1949, qui est la première année. Donc on a au contraire un capitalisme qui est encore plus centré sur la distribution de revenus aux actionnaires. Et puis, alors ce qui est structurant, sans doute, il faudrait en parler avec Pierre dans le passé, mais les structures sont très différentes, donc des économies à ces époques différentes, mais c'est l'augmentation du rôle de l'État. Alors je crois que ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on ne s'est pas trompé. On a un État qui joue un rôle croissant. Alors il a joué un rôle croissant dans la stabilisation de l'économie pendant la crise, en distribuant du revenu aux entreprises, aux ménages en difficulté. Et on lui demande aujourd'hui de jouer un rôle croissant dans l'avenir, ce qui est quand même une conséquence de la crise. Donc on demande à l'État de s'occuper
de s'occuper de la relocalisation de l'industrie, de la transition énergétique, de la sécurité, des jeunes, de la formation, de l'innovation, etc. Et donc c'est un rôle non seulement contracyclique, hein, c'est-à-dire de lutter contre la crise quand elle se produit, mais c'est un rôle structurel de l'État. On demande à l'État d'en faire plus finalement. Et alors je ne sais pas, il faudrait qu'on discute avec Pierre Despoint. Est-ce qu'on voyait ça déjà? Est-ce qu'il y avait une demande de davantage d'État dans les crises du passé? On est dans des conditions si différentes que c'est difficile sans doute à comparer. Mais... Je fais juste une incidente. Dans les grandes épidémies de peste, dans les villes du XVIIe, XVIIIe siècle, on assiste effectivement à une montée fantastique du contrôle social. Et jusqu'à l'État. Mais avant que ce soit l'État, ce sont les autorités locales. Mais dans la peste de Marseille de 1720, on voit effectivement le sommet de ce que Foucault a appelé les villes de la peste, c'est-à-dire des villes hyper contrôlées, avec des systèmes de contrôle qui font penser à ceux qui pourraient se mettre en place à l'occasion de notre crise Covid. Bien entendu, les moyens sont très différents. Ce sont ceux du monde d'avant, mais ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait se passer en termes de contrôle social et finalement de capitalisme autoritaire. Et sur le rôle de l'État, finalement, on est passé outre complètement les dogmes du déficit. Là, tout a été battu en brèche. Oui, alors il y a deux composantes, hein. Il y a la réaction à la crise pendant qu'elle a lieu. Donc là, on a arrêté totalement toutes les règles. On fait des choses qui auraient été jugées 3 mois avant le début de la crise totalement infaisables. Un déficit public de 16% du PIB aux États-Unis, la quantité de monnaie aux États-Unis ou en Europe multipliée par 2 en 2 ans, enfin des choses qui paraissaient totalement ahurissantes quelques semaines avant la crise, on les a faites. Ça, c'est la partie 1. Et le consensus aujourd'hui, c'est que si une crise similaire se reproduisait, on le referait. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. On referait la même chose, déficit public, de la création de l'État. Mais après, il y a alors dans le rôle de l'État, il y a ce que dit Pierre, c'est-à-dire effectivement le contrôle social, le niveau le plus élevé en Chine aujourd'hui, par exemple, hein, mais aussi la demande d'intervention de l'État dans l'économie, hein, d'intervention de l'État avec l'idée que le secteur privé n'innove pas suffisamment, ne prend pas suffisamment de risques, n'investit pas assez aux bons endroits, ne prépare pas l'avenir. Hein, donc on revient à une conception du rôle de l'État qui était celle de l'après-guerre, finalement, de la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'État qui doit choisir les secteurs pertinents pour l'avenir, où c'est l'État qui doit faire beaucoup d'investissements, où c'est l'État qui doit s'occuper de favoriser les innovations, doit porter les risques, hein, pour décharger le secteur privé de davantage de risques. Alors ça pose des problèmes, mais c'est une demande mondiale. Je veux dire, vous voyez ça aux États-Unis, vous voyez ça en Europe, vous voyez ça au Royaume-Uni. Regardez le Royaume-Uni, c'est un pays quand même très intéressant. Hein. On avait un pays qui est extrêmement libéral, où on continuait à annoncer des baisses de la pression fiscale, et tout d'un coup, inversion complète. Boris Johnson n'arrête pas de remonter les dépenses publiques, de remonter les impôts, de taxer davantage les profits. Enfin, donc vous avez l'inversion du rôle de l'État et ce qui va avec, la remontée de la pression fiscale, bien sûr, qui finance ce rôle de l'État. Voilà, on parlera peut-être tout à l'heure d'autres changements structurels. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse. Est-ce que j'ai 10 secondes pour répondre sur la dette? Parce que c'est un point extrêmement important. Il y a un vrai débat chez les économistes. Alors, sur les pays émergents, aujourd'hui, on remet les dettes de façon routinière. Hein, je veux dire, le Club de Paris, Club de Londres, on fait des remises de dettes routinières, on fait des annulations complètes de dettes de pays, de pays pauvres. Enfin, le débat entre économistes, il ne porte pas là-dessus. Alors, il y a deux débats à dire aujourd'hui. Il y a le cas chinois, parce que la Chine finance en fait les grandes infrastructures qu'elle construit, hein, les fameuses routes de la soie, que les Chinois appellent Belt and Road, hein, finance en fait par de l'endettement des États où elle construit les infrastructures. Et là, il ne semble pas que les Chinois aient l'intention de remettre cette dette à aucun moment. Donc on est en train d'assister à un surendettement d'un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique vis-à-vis de la Chine, qui n'est pas traité de la même manière que l'endettement de ces pays vis-à-vis de l'Europe ou des États-Unis ou des organisations internationales. Et puis le second sujet dette qu'on a eu, c'est un sujet interne à l'Europe, c'était le cas grec.
Est-ce qu'on peut remettre la dette, alors pas d'un pays pauvre d'Afrique, hein, mais d'un grand pays, d'un pays de la zone euro, d'un pays de l'OCDE? Est-ce qu'on peut... Et alors là, il y a eu, là, vraiment, le débat était assez vif. La position initiale de l'Europe était de dire qu'il ne fallait pas remettre la dette d'un pays comme la Grèce, parce qu'on mettait la main dans quelque chose qui jetterait le doute sur la qualité de toutes les dettes. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, qui prêtait en sachant qu'il se ferait tout prendre 7 ans après, quoi, je veux dire. Donc si on avait les spreads de taux d'intérêt, peut-être qu'on verrait... je finis après. Et puis deuxième, et on a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position qu'on a eue vis-à-vis de la Grèce au début des années 2010, qui était non, baissez votre protection sociale, baissez vos retraites, baissez vos dépenses de santé, d'éducation et remboursez vos dettes, a complètement changé. Et aujourd'hui, le dogme est totalement différent. Aujourd'hui, il peut y avoir une remise de dette d'un pays européen ou d'un pays avancé, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas tuer le niveau de vie d'un pays pour simplement qu'il puisse... Voilà, donc même sur les pays européens, aujourd'hui, en théorie en tout cas, il y a un truc qui s'appelle Collective Close Action, hein, CAC, où on peut avoir... il est en tout cas juridiquement possible et techniquement possible qu'on ait des annulations d'une partie de la dette des pays européens. Donc il reste le sujet de l'endettement des émergents vis-à-vis de la Chine, qui devient un sujet extrêmement grave. Voilà. Mais alors, qui prêtait en sachant que la dette serait annulée? Olivier, juste un mot. Il y a bien deux choses très différentes. La remise de dette possible, mais le dire à l'avance, c'est autre chose. Parce que de fait, il y a un calendrier de remise. Et même chose alors pour la dette, puis même chose pour les propriétés, évidemment. S'il faut remettre tous les 50 ans, enfin X années, et qu'on le dise, je ne sais pas moi, en 2000 ans, les comportements vont être fantastiques. Plus personne n'entretiendra sa propriété. Sauf si vous avez une société qui doit la donner. Sauf donc si c'était une des très mauvaises idées qu'ils avaient. Ça explique peut-être l'effondrement de Babylone. Sauf si vous avez une société théologiquement informée, où au fond la pression divine, la pression mentale de la foi est telle qu'on se dit, si je ne remets pas la dette, je suis maudit. Et le texte l'exprime de cette manière-là. Alors justement, Père Olivier Artus, sur une autre composante peut-être théologique d'une certaine façon, avec la création récemment ici même à l'UCLI d'une chaire sur la vulnérabilité, vous lisez aussi, quand on dit que se passe-t-il après la crise, c'est que au moins pendant, la crise est révélatrice aussi de la propre vulnérabilité de chacun, et ça c'est important. Alors on peut revenir effectivement de nouveau à ce moment de crise du VIe siècle où il y a un effondrement de Juda, et la conséquence c'est une réflexion idéologique. Donc l'effondrement du politique, la monarchie disparaît pour toujours, et donc le corollaire de cet effondrement va être au fond une réflexion sur qui sommes-nous. Et donc il y a une inventivité théologique extraordinaire à ce moment-là, et cette inventivité conduit à un monothéisme exclusif qui n'a jamais existé auparavant dans la région d'Israël, et à une théologie de la création, c'est-à-dire qu'il y a une invention du monothéisme, une invention de la théologie de la création que l'on peut dater du début du Ve siècle. Alors revenons à notre époque, et au fond, ce qui a un petit peu manqué, je trouve, dans la crise du coronavirus, c'est peut-être une réflexion philosophique, idéologique fondamentale sur qu'est-ce que ça veut dire, sur notre propre identité. Et le seul lieu où j'ai trouvé quand même ce type de réflexion, c'est le monde de la santé, c'est l'hôpital. Nous sommes assez liés avec l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc ici, et donc les médecins disaient, c'est extraordinaire dans cette crise, la population idolâtre l'hôpital. L'hôpital est perçu comme un lieu de toute puissance et de tout pouvoir, qu'il n'est évidemment pas, d'où l'idée de vulnérabilité. C'est-à-dire, au fond, les médecins se disaient, comment faisons-nous une pédagogie de la vulnérabilité de l'hôpital et comment faisons-nous une pédagogie de la vulnérabilité de la personne humaine? Et donc, il me semble que ce travail n'est pas vraiment fait, c'est-à-dire qu'on a éprouvé la vulnérabilité, mais il n'y a pas eu vraiment de réflexion fondamentale, organisée, collective, à l'échelle de la société, sur la collectivité des moyens mis à la disposition, sur la vulnérabilité des moyens mis à la disposition de cette collectivité et sur la vulnérabilité évidente de toute personne humaine qui est finalement mortelle. Et au fond, on voit que ce n'est pas vraiment venu au discours. Alors effectivement, ce type de question est traité dans une chaire vulnérabilité qu'on a fondée dans cette université. Stécie Tétart, sur la question des violences intrafamiliales, que se passe-t-il après aujourd'hui? Pour vous, on a vu tout à l'heure, vous nous avez dit il y a plus de protection, etc. Mais là encore, peut-être sur la question de la vulnérabilité, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment une commission nationale sur l'inceste.
Parallèlement, il y a eu aussi tout le travail fait autour de l'Église et de la libération de la parole. Alors ça, c'est parallèle à la crise sanitaire, mais il y a eu tout ça. Pour vous, cette crise que l'on est en train encore de traverser, elle est déclencheur, elle déclenche certaines choses sur les violences intrafamiliales et leur prise en charge ? Oui, je crois. Je crois que cette crise, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette crise, elle a permis de se rendre compte que même si on œuvrait pour limiter les violences, pour mieux protéger, on n'allait pas suffisamment loin. On avait peut-être les bons outils, au moins en ce qui concerne les violences conjugales. Parce que si on regarde aujourd'hui, alors que ce soit violence conjugale ou violence à l'égard des enfants, l'actualité juridique est foisonnante. Au niveau national, au niveau international, on a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais on remarque deux mouvements un petit peu différents. C'est qu'effectivement, du point de vue des violences conjugales, on se dit « Ok, on a les bons outils, mais par contre, on n'a pas mis assez de moyens pour les développer. On ne donne pas assez de moyens financiers à la justice pour déployer l'existant. Donc ça, il y a des prises de conscience. Le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux se sont prononcés récemment en disant on va augmenter le nombre de bracelets anti-rapprochement dans les juridictions. On va augmenter la possibilité de donner des téléphones grave danger. Par exemple, il est prévu que pour le téléphone grave danger, il est prévu que d'ici début 2022, il y en ait 3000. Ce qui fait 65% de plus qu'aujourd'hui. Donc on voit qu'on va déployer de manière considérable l'existant. Par contre, pour ce qui est de la protection de l'enfant, là on est un peu plus dans l'innovation, on crée des choses. Parce qu'on avait des lois, on a eu notamment une loi importante en 2016 sur la protection de l'enfant. Mais depuis 2016, on a vu, et la crise a été aussi intéressante pour ça, de révéler que finalement l'enfant n'était peut-être pas assez protégé. Et du coup, c'est pour ça que depuis la crise, on voit de nombreuses commissions, des rapports et des lois qui viennent renforcer la protection de l'enfant. Alors la loi, vous en avez parlé, il y a la loi du 21 avril 2021 sur la protection des mineurs pour tout ce qui est délits et crimes sexuels et de la protection contre l'inceste. Et là, on voit qu'on a fait œuvre de création, parce que c'est la première fois qu'on a véritablement des incriminations spécifiques dans le code pénal pour ce qui concerne le viol incestueux et les agressions sexuelles incestueuses. Avant, alors on avait déjà essayé de faire des choses, mais on avait bricolé. Jusqu'à 2021, on avait bricolé, c'est-à-dire qu'on était parti des textes, donc que ce soit le viol ou les agressions sexuelles, et on avait fait ce qu'on appelle des surqualifications. C'est-à-dire qu'on faisait de l'ascendance, de l'autorité que peut avoir une personne, autorité de droit ou de fait que peut avoir une personne sur un mineur ou l'âge de la victime, on en faisait soit des éléments constitutifs, soit des éléments, des circonstances aggravantes, mais on n'avait pas de véritable autonomie avec une véritable sanction attachée à ces infractions-là. Depuis 2019, c'est le cas. De la même manière, et toujours dans la même loi, on a prévu quelque chose d'innovant, c'est ce qu'on a appelé la prescription glissante ou la prescription en cascade. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la prescription glissante ? C'est le fait de se dire on a une victime à un instant T, donc mineure, qui est victime, par exemple, je vais prendre l'exemple du viol, qui est victime d'un viol. Elle a 30 ans pour agir à partir de sa majorité. Donc ça veut dire qu'elle a jusqu'à ses 48 ans pour agir en justice. Donc ça, c'est le délai de prescription. Alors, pour le viol sur mineur, parce que sinon c'est 20 ans pour les majeurs, eh bien, si le même auteur commet la même infraction 10 ans après, eh bien, ces 10 ans qui se sont passés pendant le délai de prescription vont s'ajouter au délai de prescription de la première victime. Donc en fait, c'est pour permettre à des victimes qui seraient une victime parmi une série de victimes de profiter de la prescription jusqu'à la dernière victime. Donc c'est quelque chose de tout à fait innovant et on voit qu'on a véritablement fait œuvre de création dans ce cadre-là. Il nous reste assez peu de temps. J'aimerais terminer par un tour de table. Chacun, vous allez avoir 1 minute 30 pour peut-être mettre les points de vigilance, ce sur quoi il faudrait être vigilant dans les mois à venir et cette après-crise sanitaire. Encore une fois, nous sommes toujours en train de la vivre. Patrick Artus. Oui, je vais partir sur quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la numérisation de l'économie. On a une économie qui se numérise de
de façon extrêmement rapide. Télétravail, consommation en ligne, numérisation des entreprises, regardez ce qui se passe dans la distribution. Et ceci crée des vulnérabilités, hein, pour prendre le vocabulaire que nous avons choisi. Il y a d'abord la vulnérabilité aux attaques, hein, cybersécurité. Il y a dans beaucoup d'entreprises, quand on demande aux salariés quel est pour vous le risque le plus grand qui pèse sur l'entreprise, ils répondent que c'est le risque de cybersécurité. C'est quand même étonnant, quoi. Et puis, il y a une vulnérabilité sociale parce que on sait que ce type de progrès technique, hein, on l'a bien observé, amplifie ce mouvement de polarisation des emplois. C'est-à-dire détruit des emplois de type intermédiaire et crée des emplois très qualifiés, des gens qui conçoivent, hein, ces systèmes, et des emplois peu qualifiés. Pensez, on en parlait déjà ce matin, Amazon. Et ça, c'est une vulnérabilité sociale parce que vous détruisez les emplois intermédiaires et vous réduisez encore la mobilité sociale. Donc voilà, donc je voudrais attirer l'attention sur ces vulnérabilités qui vont découler de la numérisation très rapide de économies. Père Artus, pour vous, les points de vigilance. Alors, premièrement, le risque de désintégration sociale lié à l'excès de disparité sociale entre les différents groupes qui forment la société. Et donc, au fond, voilà, un appel peut-être à une attention redoublée de l'État pour qu'il veille à éviter cette désintégration. Mais en disant cela, il ne faut pas sous-estimer le risque de discrédit du politique, hein, qui est quand même un risque relativement important aujourd'hui. Et au fond, alors, on n'est pas dans la situation d'Israël où voilà, la monarchie est renversée et on passera à d'autres systèmes de gouvernance. Mais tout de même, enfin, on remarque quand même l'excès des critiques du politique. On est parfois un petit peu envieux des Allemands du fait du caractère plus pacifique du débat politique de l'autre côté du Rhin. Et puis, je pense, sur le plan anthropologique, peut-être une éducation à un plus grand consentement de la société et de l'individu à ses propres vulnérabilités qui sont évidemment inesquivables. Stécie Tétart. Alors, je crois que le point de vigilance, c'est de faire attention de ne pas aller trop vite. Justement, de ne pas se précipiter. Je pense notamment aux lois. Les lois se réfléchissent, doivent être mises en lien les unes avec les autres. On peut innover, mais il ne faut pas oublier ce qui existe. Et il faut qu'on arrive à un schéma final cohérent. Pour illustrer mon propos, vous parliez tout à l'heure de la commission indépendante sur l'inceste qui vient de faire trois recommandations, notamment. En vue d'une prochaine loi. Quand on lit on aura peut-être l'occasion d'en discuter au moment des questions, mais quand on lit les propositions, on voit que clairement, là où on mettait en évidence une inégalité mère-père, et bien là, on veut instaurer une inégalité père-mère. En fait, si vous voulez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à une égalité, à se dire les parents doivent être traités, que ce soit le père ou la mère est la mère, ou le père et le père, peu importe, de la même manière. On se dit, bon, bah, il faut surprotéger les mères, donc ça se fait au détriment des pères. Ou parfois, on va dire, il faut surprotéger les pères, donc ça se fait au détriment des mères. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'alerte, c'est sur ces recommandations-là, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut réfléchir à partir de ce qui existe et prendre le temps véritablement pour faire une loi de cohérence. Et pour terminer, Pierre Dockès. Je pense que le danger, qui est assez courant d'ailleurs dans ce type de situation, c'est un danger de type Charybde des Scylla. Et il y a trois grandes crises dans lesquelles nous sommes plongés ou qui nous menacent. La crise environnementale et climatique, la crise sociale, et il ne faut pas l'oublier, parce que 2008, c'est pas si loin, la crise financière. Et il faut à tout prix éviter que les solutions apportées à l'une de ces crises entraînent un accroissement des autres crises. Et en particulier, l'intervention de l'État avec la course à l'endettement pourrait avoir des conséquences sur des crises financières. L'endettement privé qui augmente considérablement pourrait aussi être lié à la crise environnementale et avoir des répercussions sur la crise sociale. La crise climatique, on parlait tout à l'heure, on parlait de l'augmentation du prix du carbone, a des conséquences, on l'a vu avec les gilets jaunes, et aura des conséquences sociales par la diminution du pouvoir d'achat. Donc c'est un mécanisme très difficile qu'une de ces
crise ou que l'attention portée à une de ces crises ne provoque finalement une autre crise. Maintenant, je termine juste en quelques secondes pour revenir un peu à l'histoire en matière de monde d'après. Patrick est intervenu sur finalement l'idée que les idées qu'on se faisait du monde d'après avant n'ont pas correspondu du tout à ce qui s'est passé. Je veux dire que pendant les grandes épidémies du passé, il y avait en particulier une conception du monde d'après qui est très particulière, puisqu'on pensait très majoritairement que l'épidémie, la peste, était une punition divine due au péché du peuple et des grands. C'était relié à l'idée que le monde d'après, dans une conception millénariste, serait ou pourrait être, après une situation d'apocalypse réelle, une situation apocalyptique pour de nombreuses sectes hétérodoxes, on entrerait dans le royaume du Christ pour 1000 ans. Et cette vision du monde d'après, elle non plus, ne s'est pas réalisée. Donc, il faut se méfier très profondément de ces visions millénaristes. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas si loin avec quelques discours des collapsologues qui, à la fois, nous prédisent l'apocalypse et envisagent un monde apaisé qui viendra après cette tragédie épouvantable, catastrophique, apocalyptique qu'on risque d'avoir. Bon, je m'arrête parce que c'est trop long. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir été nos intervenants aujourd'hui sur cette table ronde enregistrée à l'Université catholique de Lyon. C'était le jeudi 4 novembre dans le cadre des Journées de l'économie, une émission à retrouver en réécoute sur le site rcf.fr. Merci à vous. Alors voilà pour cette émission telle qu'elle sera diffusée. Maintenant, c'est le temps des questions et des réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro finalement qui va passer. Peut-être pas, mais on est peut-être pas très loin et on peut se les poser comme ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Oui. Qui va payer la facture, finalement ? Je crois que la batterie doit être morte. Oui, alors, vous voyez bien la mécanique. Hein. On finance des dépenses publiques supplémentaires qui sont absolument nécessaires. On les finance en réalité en créant de la monnaie. Parce que quand l'État émet une obligation, si deux jours après, elle est achetée par la Banque centrale qui paye en créant de la monnaie, tout se passe comme si on l'avait fait tout de suite, quoi. Donc, on a décidé collectivement de créer une quantité énorme de monnaie pour financer. C'est ce que les économistes appellent la monnaie hélicoptère. Donc, la Banque centrale donne de la monnaie à ceux qui ont besoin de revenus. Donc, aux ménages qui ont perdu leur emploi, aux entreprises et secteurs en difficulté, etc. Et ça marche très très bien, la monnaie hélicoptère. Parce que personne sonne à votre porte, c'est le banquier central, il vous donne des billets, quoi. Je veux dire, on a vraiment fait ça, quoi. Donc c'est très efficace comme technique de soutien de l'économie. C'est pour ça que les économies, en réalité, n'ont pas été en crise. Hein. Et il faut, évidemment, vous avez raison, Jean-Baptiste, il faut se poser la question de la facture. Alors c'est très compliqué, parce que la facture, c'est... Alors d'abord, on a eu le débat sur la dette qui a pas de sens, hein, puisque là, on n'a pas augmenté notre dette, hein, on a augmenté de la monnaie, hein, on a plus de monnaie, on n'a pas plus de dette qu'avant la crise en réalité. Cette dette a été effacée par les banques centrales. Donc on n'a pas l'habitude de ce débat, on a l'habitude d'un débat sur l'excès de dette. Donc
Donc là, le point, je reviens sur notre discussion d'avant avec Olivier, quand je dis, quand on a trop de dettes, on sait à peu près ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il faut éteindre une partie de la dette, soit rapidement, soit au cours du temps. Mais là, on a trop de monnaie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de monnaie? Cette monnaie, elle se met à acheter des actifs spéculatifs. Donc, en fait, dans un article du Monde, j'avais expliqué ça en disant qu'on était en train de basculer dans l'économie de spéculation, où la monnaie s'investissait dans des actifs qui pouvaient tout de suite avoir des rendements très élevés. Alors c'est quoi? C'est l'immobilier, c'est les actions des sociétés technologiques américaines, c'est les bitcoins, c'est un certain nombre de matières premières. Donc on est en train de pousser nos économies vers des économies de spéculation. Ce qui est horrible, parce que l'économie de spéculation a comme caractéristique qu'on utilise l'épargne pour spéculer et pas pour fabriquer du capital, du bien-être, etc., et du revenu. Donc voilà, donc la facture à payer, c'est ça, quoi. C'est le bitcoin à 65 000 $, donc c'est de l'enrichissement totalement immérité et une stérilisation d'une partie de notre épargne dans des actifs qui sont simplement spéculatifs. Alors cette conséquence qui est comme très grave, je veux dire, de la politique, est très mal perçue, mal compris. Je veux dire, les grandes banques centrales n'en parlent pas. Vous n'entendez jamais une grande banque centrale en parler. C'est quelque chose qui est ignoré, je veux dire, quand on fait le bilan coût-gain des politiques menées, ce coût-là n'est jamais mis en avant. Alors, juste un dernier mot pour ne pas être trop long. Je reviens sur mon point du début et vous soulevez le point. Les pays de l'OCDE ont pu faire ça parce que leurs monnaies sont des monnaies de réserve. Donc quand la Banque centrale américaine ou européenne crée de la monnaie, cette monnaie est demandée de façon très importante puisque c'est une monnaie internationale de réserve. Si vous êtes le Mali ou Madagascar ou le Liban, etc., vous ne pouvez pas faire ça parce que personne ne veut de votre monnaie. Donc si la Banque centrale crée de la monnaie, personne ne voudra détenir cette monnaie et vous aurez de la fuite devant la monnaie, des sorties de capitaux, exactement ce qu'on voit dans les pays émergents. Donc c'est un privilège des pays à monnaie de réserve de mener cette politique. Donc c'est une inégalité majeure. Il n'y a que les pays dont les monnaies sont des monnaies de réserve qui peuvent stabiliser leur économie dans des crises graves. Les autres n'ont pas cette arme. D'autres questions? Allez-y. Oui, bonjour. Je voulais juste dire que je suis d'accord avec l'analyse sur l'inflation des actifs financiers, mais que ce n'est pas vraiment de la monnaie hélicoptère ce que la Banque centrale européenne a fait, au sens qu'à l'actif, il a toujours des titres qu'il peut vendre si jamais l'inflation devait remonter de manière spectaculaire. Donc, il faut quand même dire que théoriquement, ce n'est pas de la monnaie hélicoptère. Oui, je suis d'accord avec vous. Là, en réalité, c'en est. Simplement, la monnaie hélicoptère, c'est très mal compris parce qu'il y a beaucoup d'économistes, disons, de gauche qui réclament la monnaie hélicoptère. Quand vous faites le chômage partiel, donc que l'État donne du revenu aux personnes qui sont en chômage partiel, parce que leur secteur est en difficulté, et que ceci est financé par l'émission d'une obligation qui, à la fin, est achetée par la Banque centrale, tout se passe comme si on avait donné de la monnaie aux personnes qui sont au chômage partiel. Donc à ce stade, c'est de la monnaie hélicoptère. Alors vous avez raison, pour que ce soit complètement de la monnaie hélicoptère, il faut que cette opération soit irréversible. C'est bien dans la définition de la monnaie hélicoptère, c'est que la monnaie créée n'est pas une dette. Donc il faut que la Banque centrale ne jamais détruise la monnaie qu'elle vient de créer ainsi. Honnêtement, la plupart d'entre nous sont persuadés que ça sera le cas. C'est-à-dire que cette monnaie ne sera jamais détruite. Et donc là, si c'est le cas, je suis d'accord avec vous, c'est pas écrit que cette monnaie ne sera pas détruite. Mais si c'est effectivement empiriquement le cas, on a bien de la monnaie hélicoptère. Oui, donc si les actifs que la Banque centrale détient ont une durée, donc le bilan pourra se réduire graduellement. Oui, mais peut-être qu'à l'échéance, ces actifs seront renouvelés par d'autres actifs, etc. La Banque centrale européenne n'a jamais réduit la taille de son bilan. Est-ce que c'est pas un risque d'inflation? Alors ça, c'est le point... alors peut-être qu'il faut demander à Pierre ce qui s'était passé dans le passé. Il y a 50 ans, si on avait eu ça, on aurait dit le risque, c'est l'inflation. Mais il faut voir que depuis 30, 40 ou même plus, il n'y a plus aucun lien entre la quantité de monnaie et les prix. Le lien, vous l'avez entre la quantité de monnaie et les prix des actifs, par exemple les prix de l'immobilier. La raison, c'est que la monnaie, c'est que quand on vous donne de la monnaie, à la fin, aujourd'hui, l'usage essentiel de cette monnaie, c'est un placement.
Vous avez des gens qui achètent des actions, vous avez des gens qui achètent de l'immobilier. Alors dans les années 20 en Allemagne, pendant la grande inflation, quand les Allemands étaient payés, ils couraient acheter à manger. Donc en fait, vous fabriquiez de l'inflation des produits alimentaires. Mais aujourd'hui, non, vous voyez qu'on achète regardez les ventes d'immobilier, donc on achète des maisons. Et comme on achète des maisons, cette monnaie, elle fait monter les prix des maisons. Oui, effectivement, les choses peuvent changer et ont changé. Si on prend les conséquences anciennes, il y a toujours eu une inflation sur les biens. Toujours. Bon, maintenant, les raisons pour lesquelles ça ne se reproduira peut-être pas, il faut être prudent parce qu'actuellement, on a indéniablement une montée de l'inflation dont on ne sait pas du tout si elle est passagère ou si ça va durer. Mais une des raisons pour lesquelles ça passait, où la monnaie créait des effets inflationnistes sur les biens, c'est que ça passait par les augmentations de salaire. Il faut aussi noter ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les salaires n'augmentent pas ou très peu. Ça peut changer, mais dans le système capitaliste des dernières décennies, c'était bien le cas. Et donc, on n'a pas, ou on n'a plus, ou on n'a pas encore ce phénomène où la monnaie s'investirait par l'intermédiaire des entreprises dans les augmentations salariales. Et par conséquent, l'inflation n'a pas passé une des causes. Mais ça peut changer. Et en la matière, il faut toujours penser qu'on a toujours cru que les phénomènes anciens ne se reproduiront pas ou ne se reproduiront pas à l'identique. Mais s'il y a quelque chose qui s'est quand même toujours reproduit, c'est bien la relation avec l'augmentation des prix, soit des biens, soit des actifs, d'une création de monnaie. Ce qu'on a toujours vu aussi, c'est que ces phénomènes de création de monnaie, lorsqu'elles s'exagèrent, ont toujours conduit à des crises monétaires et financières. Il ne faut pas imaginer qu'on risque de ne pas en avoir cette fois si ce phénomène continue. Bon, c'est un point très très important. Bon, maintenant sur l'inflation d'actifs, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité puisqu'on sait comment faire. Pour la dimension actifs financiers, pendant les longues décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on avait ce qu'on a appelé la répression financière et une situation qui est très difficile à faire aujourd'hui dans un seul pays parce qu'on est une économie globalisée, mais qui était réalisée dans le cadre d'économies auto-centrées pendant les années 50, 60, 70, et puis c'était fini à 80. Mais cette répression financière, c'est-à-dire finalement le contraire de la liberté absolue des capitaux, aussi bien de se déplacer que de se placer, bon, ça, on sait faire. Et deuxièmement, pour l'immobilier, on sait faire aussi. Il ne faut pas imaginer qu'on ne sait pas faire, parce que... Bon, quand j'étais jeune, la répression financière était aussi une répression immobilière. C'est-à-dire les loyers étaient bloqués, etc., etc. Et l'immobilier stagnait à cause de ça. Il n'y avait plus aucune rentabilité. Il ne montait pas, les loyers étaient bloqués. Pratiquement, on avait bloqué l'augmentation des prix de l'immobilier avec des conséquences négatives, hein, bien sûr, parce que l'immobilier était très mal entretenu. Il faut voir comment était Lyon, par exemple, dans les années 60-70. Bon, ça a complètement changé, mais il ne faut pas oublier que une des causes, finalement, des difficultés de la croissance, c'est lorsque l'accent sur l'immobilier est trop important. Et je me souviens d'un de mes anciens professeurs, Jacques Lambert,
qui nous avait dit, quand on était jeune, finalement, le choix, c'est de laisser libre l'immobilier monter, etc., et que tout l'investissement aille sur l'immobilier. C'est catastrophique pour la croissance. Il faut bloquer ça, il faut casser ça, de façon à ce que l'argent s'investisse dans des projets productifs. Patrick Artus, et puis après, juste très brièvement. Un point très important que m'inspire, c'est la question des attitudes au travail après les crises. Donc après la grande peste, c'est pas une question d'attitude au travail, c'est que 40% de la population est morte. Et donc ça redonne un pouvoir de négociation très fort aux salariés. Alors, est-ce qu'on peut avoir ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui quelque chose qui ressemble à ça? Alors, qui ne serait pas que les gens sont morts, parce que c'est pas essentiellement les personnes d'âge actif qui sont décédées de la Covid, mais qui serait que des personnes se retireraient volontairement du marché du travail. Et alors, c'est assez intéressant parce que ça ne se produit pas du tout en Europe. Au contraire, en Europe, ce qu'on appelle le taux de participation sur la proportion de la population qui va sur le marché du travail est plus élevé aujourd'hui qu'avant la Covid. Il y a plus de Français sur le marché du travail qu'au début de 2020. Par contre, il y a une chute considérable du taux de participation aux États-Unis. On a un peu plus de 5 millions d'Américains qui ont volontairement décidé de ne plus travailler. Et alors, quand vous regardez les détails, c'est intéressant parce qu'au début, on s'est dit, mais ça doit être les Américains les plus pauvres qui sont rebutés par les salaires très bas, mais pas du tout. En fait, c'est pour 60% des cas, c'est un effet de richesse. C'est-à-dire que ce sont des Américains qui se sont tellement enrichis sur leur portefeuille d'actions et leur maison pendant la crise qu'ils ne voient pas pourquoi ils continueraient à travailler. Donc c'est une rente pure, quoi, je veux dire. Et alors, assez curieusement, ce truc peut, aux États-Unis, provoquer un phénomène de type post-grande peste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rareté du salarié, quoi, je veux dire. Les salariés sont devenus rares aux États-Unis. Alors, pas qu'ils soient morts, mais qu'ils sont trop riches pour travailler, ce qui est un mécanisme assez nouveau, mais quand même assez spectaculaire, je trouve. Monsieur Flamme, vous avez partiellement répondu à ma question, parce que convoquer l'histoire de peste, où il y a eu la moitié de la population qui est morte, pour essayer de comprendre la crise aujourd'hui où il y a eu 5 millions de morts, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? Parce qu'on peut comprendre qu'au niveau de la paysannerie, évidemment, s'il y avait la moitié de la population, ça faisait... Mais nous, on n'a eu aucune destruction. Non, mais on est d'accord. Oui, non, mais d'où mon point de l'instant. Mais 5 millions de personnes sur la population des États-Unis, c'est... Ah, c'est beaucoup quand même, parce que c'est 2,5% des emplois. Non, c'est gros. C'est gros. La population, c'est beaucoup plus. Oui. Non, mais bien entendu, on faisait une comparaison. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de se dire, est-ce que cette crise va avoir un effet assez particulier qui est de changer le rapport au travail? Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins envie de travailler, qui ont envie de travailler différemment? Et à nouveau, en Europe, non. En Europe, non, on n'a pas de changement visible du rapport au travail. Alors, on peut raconter des choses assez qualitatives sur la demande de sens des jeunes quand ils rentrent dans une entreprise. Tout ça est vrai, mais c'était vrai aussi avant la crise. C'est qu'aux États-Unis, il se passe quelque chose, quoi. Aux États-Unis, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une partie des Américains dans un marché du travail qui est dur, quoi, je veux dire, où les gens sont peu protégés, qui décident que non, ils ne veulent plus travailler, quoi. Ils sortent du marché du travail. Je trouve que c'est assez intéressant. Et alors, on est en train de se demander si ça ne va pas provoquer ce basculement du rapport de force entre les salariés et les employeurs, quoi. C'est la question pendante aujourd'hui. Alors, sur la question du travail, j'aimerais peut-être prolonger aussi sur l'ubérisation, c'est-à-dire que l'arrivée du numérique s'est accélérée à la faveur de la crise. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas détruit, selon la vision schumpeterienne de la destruction créatrice, est-ce qu'on n'a pas détruit comme vous le disiez tout à l'heure, des métiers intermédiaires, et que c'est un jeu dangereux finalement, cette ubérisation? Ça c'est un point de divergence qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Philippe Aghion, par exemple, qui était dans ce même amphithéâtre avant, pour expliquer justement sa vision Aghion a une vision extrêmement mécaniste du progrès. Donc on met de la concurrence. Comme on met de la concurrence, il y a de l'innovation. Et comme on met de l'innovation, il y a du progrès technique. Et je crois que ça ignore complètement ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire le fait qu'en tout cas jusqu'à présent, les nouveaux emplois liés au progrès technique sont de mauvaise qualité.
On fabrique des bad jobs dans le jargon des économistes. Hein. Et donc ça, c'est un point vraiment très angoissant, je trouve, hein, alors Pierre pourrait en parler, les révolutions industrielles passées avaient plutôt amélioré la qualité des emplois. Le métier à textile mécanisé, c'est moins dur que le métier manuel. Tandis que là, on a une révolution technologique qui dégrade la qualité des emplois, en tout cas pour l'instant. Hein, et ça crée plus de mauvais emplois, que de bons. On doit appeler ça l'ubérisation. Enfin, vous voyez, quand vous fermez les magasins en centre-ville et que vous les remplacez par des entrepôts Amazon, vous avez dégradé la qualité des emplois. Et donc, il y a vraiment un doute sur ce point-là qui serait extrêmement grave. Hein. C'est-à-dire, si on est dans une société où le progrès technique que nous avons amène une baisse du niveau de qualité des emplois, c'est pas seulement de rémunération, hein, c'est d'intérêt du travail, quoi, je veux dire, hein, c'est grave, quoi, je veux dire, c'est une évolution extrêmement grave. Et c'est pas tellement, alors on en parlait dans la session d'avant, un étage au-dessus, c'est pas tellement une caractéristique du capitalisme, puisque dans tous les modèles économiques, vous avez ça. C'est-à-dire, en Chine, le progrès technique aussi fait ça sur le marché du travail. Donc, c'est pas intimement lié au capitalisme libéral, c'est lié à la nature du progrès technique, quoi, qui est la numérisation. La numérisation crée peu de bons emplois et beaucoup de mauvais. Oui, deux choses. D'abord, sur ce que vous avez dit, bien entendu, la question ne se pose même pas. La comparaison terme à terme est absurde. Comme toujours, les choses sont extrêmement différentes, mais surtout avec des distances de 2, 3, 4, voire 10 siècles, évidemment. Et la question démographique, bon, 40%, 20% de morts pour les crises du XVIIe siècle, ça n'a rien à voir avec la Covid, ça n'a rien à voir même avec la grippe espagnole, même avec le choléra, etc. Bon, mais ce qui m'avait intéressé, c'est pas ça. C'était une remarque qui est intéressante, me semble-t-il. C'est qu'après des chocs extrêmement graves, extrêmement lourds, dont le plus grave, les grandes pestes, on voit que les pays ou les villes qui sont atteintes après ce choc ont une certaine résilience, d'une part, et ont même des évolutions contrastées par rapport à la situation qu'ils ou elles connaissaient auparavant. Et que les pays ou les villes ou les régions en déclin ont subi le choc de ces grandes épidémies beaucoup plus durement que les pays ou les villes qui étaient en plein essor. Et ça, c'est un point qui m'a intéressé. Et j'ai regardé comment des villes comme Londres et Naples ont réagi après un choc pesteux. On voit que Londres, qui était une ville au XVIIe siècle en plein essor, a subi évidemment 20% de pertes démographiques, mais a rebondi très vite, une courbe en V fantastique, et que l'essor, la grande peste a été en quelque sorte un moment qui a correspondu à un essor fantastique de Londres et de l'Angleterre. Alors qu'en revanche, Naples, qui était en déclin économique, pas culturel, hein, économique, avant de subir ce choc, a eu énormément de mal dans le long terme à rebondir. Donc, selon que vous serez en essor avant et en développement avant ou déjà en déclin, les conséquences sont extrêmement différentes. Alors, le deuxième point, c'est sur la qualité des emplois avec les révolutions industrielles. Bon, c'est un débat qu'il faut prendre aussi par rapport, parce que c'est assez complexe. Et il y a aussi, comme on dirait à la météo, le ressenti. Les salariés, les ouvriers qui étaient dans une situation de travail dispersé, de putting out système, et qui ont été convoqués
et obligés de travailler dans la grande usine ont eu l'impression de subir une oppression terrible en allant à l'usine du diable. Et ils ont eu aussi l'impression d'un déclassement parce qu'avant, ils étaient dans des situations d'artisanat avec un statut relativement élevé et qui se sont retrouvés dans des manufactures ou des usines concentrées qui étaient à la fois dures et dégradantes. D'autant plus qu'auparavant, c'était surtout les femmes et les enfants qui étaient concentrés dans ces usines, et se mettre à des tâches dévalorisées, c'était très pénible. Et en plus, ça a été de nouveau vrai pour le Fordisme, la chaîne, etc. Toujours avec à la fois une relative dégradation et une impression de se trouver avec faire des travaux dévalorisés. On pourrait prendre les innovations les unes après les autres, donc il y a eu des réactions mitigées. On a le temps d'une dernière question très courte. Allez-y. Vous parliez de déglobalisation qui n'a pas eu lieu, ou qui n'a pas l'air d'avoir lieu aujourd'hui. Et de fait, les coûts de production restent supérieurs en France à ce qu'on a dit, donc les gens vont continuer à acheter là-bas. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour affirmer qu'elle n'aura pas lieu? Parce qu'il me semble qu'à la fois la puissance publique et les entreprises sont assez inquiets d'un risque de dépendance trop fort par rapport à certaines zones du monde. Et je me demande s'il n'y a pas des évolutions qui vont se mettre en place par rapport à ça. Vous ne pensez pas? Oui, mais il y a deux choses. Il y a des productions qui vont être jugées comme stratégiques. Donc on va vouloir produire un certain nombre de biens, alors je sais pas, des principes actifs de médicaments, des électrolyseurs pour l'hydrogène vert, etc. Mais ça sera petit, parce que ça ne se fera qu'avec l'argent de l'État. Parce que c'est non économique de fabriquer ça en Europe. On voudra le faire en Europe pour des raisons stratégiques. Mais globalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans des conditions où une relocalisation massive est possible. Je veux dire, mais c'est un débat d'ailleurs assez important, parce que si on le faisait, on aurait une hausse considérable. D'abord, on aurait un énorme problème de recrutement. Enfin, n'oubliez pas que déjà aujourd'hui, dans sa taille présente, l'industrie européenne a du mal à recruter, à trouver des gens qui ont les compétences industrielles nécessaires. Donc, on n'aurait pas les compétences. Et puis, on aurait une hausse considérable des coûts de tous ces produits. Or, dans toutes les enquêtes, on aurait pu en parler d'ailleurs plus tôt, dans toutes les enquêtes faites aujourd'hui, la demande de prix bas n'a jamais été aussi forte chez les consommateurs européens ou français. Si vous voulez des prix bas, vous délocalisez pas, quoi. Donc je crois qu'on aura des relocalisations de type microéconomique stratégique, mais rien de global. Et en plus, et je prends juste 10 secondes, cette crise fabrique de la demande de biens. Prenez les matériels pour les nouvelles énergies, ou regardez ce qui se passe avec l'électronique. C'est des choses qui d'abord sont des biens, ne sont pas des services, et ensuite c'est structurellement importé. Quand le télétravail a fabriqué une demande massive d'ordinateurs, on a quoi remarqué que l'Europe ne fabriquait pas d'ordinateurs. Donc vous êtes au contraire, les changements de comportement fabriquent de la globalisation et fabriquent de la dépendance vis-à-vis des pays émergents. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir assisté et participé à cette table ronde. Les GECO continue avec un programme chargé jusqu'à demain. Merci.